Ils ne te détestent pas parce que tu es faible. Ils te redoutent parce que tu vois ce qu'ils passent leur vie à cacher. Quand tu entres dans une pièce, tu ne dis rien. Tu ressens. Tu captes ce que personne ne remarque. Et c'est là que tout bascule. Parce que cette sensibilité que tu crois être une faiblesse est en réalité leur plus grande peur. Les narcissiques ne fuient pas les gens bruyants. Ils fuient ceux qui voient clair, ceux qui sentent l'ombre derrière les mots. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi on te rejette, pourquoi on te manipule, pourquoi on t'attaque alors que tu voulais juste aimer ou aider. Mais ce que tu es, ce que tu portes, dérange. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi ton empathie est une force, pourquoi elle fait tomber les masques, et surtout, comment en faire un bouclier, pas un fardeau. Si tu es, ou as été, dans cette situation, laisse un like. Et avant de commencer, je voudrais que tu écrives en commentaire « Mon empathie vaincra ». Ce n'est pas pour moi, mais pour toi, pour ancrer le changement en toi. Merci. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui fait du mal à autrui se fait du mal à lui-même ». Ce que le philosophe stoïcien avait compris il y a près de 2000 ans, la neuroscience moderne commence à peine à prouver. Dans une étude menée en 2014 par l'université de Surrey, on a découvert que les personnes atteintes de traits narcissiques avaient une activité réduite dans l'insula, la région du cerveau impliquée dans l'empathie émotionnelle. Autrement dit, ils ressentent moins. Mais ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils choisissent de bloquer ce qui les rendrait vulnérables. Carl Jung, de son côté, parlait de ces personnes comme d'êtres coupés de leur propre ombre. Il disait qu'ils redoutaient par-dessus tout de se confronter à leur véritable visage. Et devine ce qui agit comme un miroir impitoyable. L'empathie, ta capacité à ressentir, à comprendre sans juger, à deviner derrière les masques. Voilà ce qui terrifie les narcissiques. Tu crois peut-être que ton empathie est une faiblesse, qu'elle attire les mauvaises personnes. Et pourtant, selon la recherche menée par le Dr Caril McBride, plus de 70% des victimes de narcissiques sont des empathes. Pas parce qu'elles sont naïves, mais parce qu'elles voient clair, parce qu'elles dérangent, parce qu'elles ont une forme de lumière intérieure qui met en évidence les failles de l'autre. Et c'est là que le rapport de force commence. Le narcissique n'a pas peur de l'indifférence. Il n'a pas peur du rejet. Il a peur de celui qui voit en lui ce qu'il cherche à cacher. Sénéca disait « L'homme qui se fuit lui-même est toujours en mauvaise compagnie ». L'empathique, par sa seule présence, confronte le narcissique à sa propre fuite. Il ne l'agresse pas, il révèle. C'est ce pouvoir discret, invisible mais implacable, qui fait de toi une cible ou une menace. Mais pourquoi cette peur? La réponse se trouve dans les couches profondes de la psychologie. Freud parlait de narcissisme primaire, ce stade infantile où l'enfant se croit tout-puissant. Le narcissique, devenu adulte, n'en est jamais vraiment sorti. Il a bâti un château de cartes autour d'une blessure originelle. L'empathie, elle, souffle dessus avec douceur. Elle ne cherche pas à le détruire, mais elle le met en danger, parce qu'elle voit l'enfant blessé derrière le masque. Et cet enfant, il est qu'on le voit faible. En 2021, une méta-analyse publiée dans Personality and Social Psychology Review a révélé que les narcissiques étaient beaucoup plus efficaces pour simuler de l'empathie cognitive, comprendre ce que tu ressens, mais très pauvres en empathie émotionnelle, le ressentir vraiment. Ils savent jouer le jeu, mais pas l'habiter. Et c'est ici que le stoïcisme nous éclaire. Épictète rappelait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait mal, mais l'idée que tu t'en fais. Le narcissique redoute ce regard empathique parce qu'il ne contrôle pas l'effet miroir qu'il produit. Il ne peut pas manipuler ce qui ne joue pas selon ses règles. Tu commences à voir le lien. Plus tu es empathique, plus tu es perçu comme dangereux pour lui. Pas parce que tu l'attaques, mais parce que tu révèles. C'est une forme de lumière qu'il ne contrôle pas. Et comme le dit Jung, on ne devient pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Tu es, sans le savoir, le déclencheur de cette mise en lumière. Alors la question ne devrait pas être « Pourquoi suis-je toujours la cible des narcissiques ?» mais plutôt « Pourquoi est-ce que ma présence les rend si nerveux ?» Et la réponse est là, sous tes yeux. Ton empathie contient une forme de vérité brute. Elle ne se hurle pas, elle se vit.
Elle détecte, elle ressent, elle expose, sans même que tu ouvres la bouche. Et c'est précisément ce pouvoir silencieux que la philosophie stoïcienne va t'aider à comprendre et à maîtriser. Maintenant que tu sais cela, tu ne verras plus ta sensibilité comme un défaut, mais comme une clé. Pas seulement pour te protéger, mais pour comprendre comment reprendre le contrôle. Parce que la peur que les narcissiques ont de toi est souvent le plus grand compliment que tu n'as jamais reçu. Avant de passer à la suite, n'oublie pas de t'abonner et de laisser en commentaire « Mon empathie vaincra ». On continue. Un narcissique ne redoute pas qu'on lui résiste. Il redoute qu'on le voie. Pas vu comme on regarde une façade bien polie, mais comme on regarde une vitre derrière laquelle se cache quelque chose de fragile, de honteux, de dissimulé. L'empathie n'est pas un regard qui juge, c'est un regard qui devine. Et ce regard-là est insupportable pour un narcissique. Lorsque Carl Jung parle de « la confrontation avec l'ombre », il évoque ce moment précis où l'humain doit faire face à ce qu'il tente d'ignorer en lui-même. Pour le narcissique, cette ombre est gigantesque, souvent formée dans l'enfance par des humiliations, des blessures, une absence de reconnaissance ou un amour conditionnel. Et c'est précisément ce que perçoit un empathique. Pas avec des mots, avec une présence. Dans une étude menée par l'Université de Georgia, on a observé que les narcissiques grandioses évitent systématiquement les personnes perçues comme émotionnellement profondes. Leur comportement devient fuyant ou méprisant. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre le contrôle. L'empathie te lie sans te défier. Elle ne joue pas, elle ressent. Et ce ressenti, pour un narcissique, est un danger pur. Parce que tu vois ce qu'il cache sans même qu'il ait ouvert la bouche. Ce n'est pas une guerre frontale. C'est pire. C'est une désintégration silencieuse. Sénèque écrivait « Le méchant est celui qui craint d'être vu par l'homme de bien ». Et c'est exactement ça. L'empathique est perçu comme l'homme de bien, ou du moins comme une conscience vivante. Le narcissique vit dans une réalité inversée où tout doit être filtré, maîtrisé, manipulé. Or l'empathique, lui, vit dans la fluidité, l'authenticité, et ça ne se contrôle pas. Freud avait décrit les mécanismes de défense des narcissiques comme des murs construits contre une douleur insupportable. Ces murs peuvent résister à l'attaque, mais pas à la douceur lucide. Et c'est là le paradoxe. L'empathique, sans le vouloir, devient un révélateur. Il est comme une lumière qui entre par les fissures. Et cette lumière dérange. Ce que le narcissique redoute, ce n'est pas seulement d'être démasqué, c'est d'être confronté à quelqu'un qui pourrait le comprendre trop profondément. Parce qu'il sait, au fond de lui, qu'une telle personne pourrait voir non seulement ses blessures, mais aussi sa responsabilité. L'empathie, dans sa version évoluée, ne se contente pas de ressentir la douleur des autres, elle comprend les mécanismes, les intentions, les choix. Et ça, pour quelqu'un qui fuit toute introspection, c'est l'enfer. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, disait que le meilleur moyen de se défendre est de ne pas leur ressembler. Le narcissique sait pertinemment que l'empathique ne jouera pas à ses jeux, qu'il ne courra pas après une validation, qu'il n'essaiera pas de se prouver. Et c'est là le deuxième grand danger, un empathique solide et libre. Et rien ne panique plus un narcissique que la liberté émotionnelle d'autrui, parce que cette liberté-là, il ne l'a pas. Il la convoite, il la jalouse, et en même temps, il la déteste, car elle lui rappelle sa propre prison. Une étude de 2017 publiée dans Frontiers in Psychology a montré que les narcissiques hautement grandioses avaient une plus grande intolérance à l'ambiguïté émotionnelle. Or, l'empathique, lui, accepte la complexité. Il vit avec nuance. Ce simple fait crée une dissonance si forte chez le narcissique que cela active automatiquement chez lui des comportements de défense, attaque, dévalorisation, séduction, rejet. Le problème, c'est que beaucoup d'empathiques ne savent pas encore qu'ils déclenchent tout cela par leur seule présence. Ils se sentent coupables, faibles ou trop sensibles. Mais la réalité, c'est qu'ils sont perçus comme dangereux précisément parce qu'ils incarnent ce que le narcissique ne maîtrise pas. La connexion humaine sincère. Une connexion qu'il ne peut ni imiter parfaitement, ni posséder.
Le stoïcisme nous donne ici une clé précieuse. Épictète insistait sur le fait qu'on ne peut contrôler les réactions des autres, mais seulement notre perception de leurs réactions. Comprendre que l'attitude froide, méprisante ou manipulatrice du narcissique n'est pas une attaque contre toi, mais une fuite de lui-même. C'est un premier pas vers une force tranquille. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu es déjà une vérité qu'il ne peut manipuler. Et cette vérité, elle commence à se révéler dans ta conscience. Tu n'es pas trop. Tu es exactement ce qu'il fallait être pour faire tomber des masques. La suite? Apprendre à ne plus te laisser aspirer dans leur jeu et à utiliser cette empathie comme un bouclier. C'est ce que nous verrons dans la suite. Il existe une forme de puissance qui n'a pas besoin de bruit. Elle ne fait pas de gestes brusques. Elle ne cherche ni à convaincre, ni à gagner. Elle observe, elle ressent, elle capte ce que les mots essaient de maquiller. Cette puissance, c'est l'empathie. Et lorsqu'elle est maîtrisée, elle devient une arme silencieuse capable de déchirer les masques les mieux collés. Les narcissiques ne redoutent pas seulement d'être exposés. Ils redoutent d'être vus par quelqu'un qui ne dit rien, mais comprend tout. C'est précisément ce que tu es, ou que tu deviens, à chaque fois que tu développes ton empathie en pleine conscience. Car l'empathie véritable ne se limite pas à la compassion. Elle voit à travers les contradictions. Elle ressent quand le sourire est faux, quand les intentions sont troubles, quand l'histoire racontée ne colle pas à l'énergie transmise. Carl Rogers, l'un des psychologues les plus respectés du XXe siècle, disait que le regard empathique est un miroir qui révèle sans juger. Et c'est bien là le danger pour les manipulateurs. Ils peuvent tromper la logique, mais ils ne peuvent pas trafiquer ce que tu ressens profondément. Les mots mentent. Les émotions, elles, vibrent à une fréquence qu'on ne peut pas contrefaire. Dans une expérience menée à Stanford en 2015, des chercheurs ont démontré que les personnes ayant un haut niveau d'intelligence émotionnelle détectaient les microsignaux de tromperie dans 80% des cas. Le simple fait d'observer le rythme des gestes, le ton de voix, la manière de détourner les yeux, permettait de lever le voile sur des intentions cachées. Et ces signaux, tu les captes souvent sans même t'en rendre compte. Ton corps les enregistre, ton esprit les traduit par une sensation. Il y a quelque chose qui cloche. C'est là que commence la vraie puissance de l'empathie. Elle n'est pas rationnelle, mais elle est redoutablement précise. Elle agit comme une lumière noire qui révèle les traces invisibles du mensonge. Et cette lumière n'a pas besoin d'éclairer tout de suite. Il suffit qu'elle existe. Sénèque affirmait que la vérité a cela de particulier. Elle attend. L'empathique n'a pas besoin de confrontation. Il suffit de rester, de regarder, d'écouter. Et le masque commence à glisser tout seul. Les narcissiques, eux, ont bâti leur vie sur des représentations, des identités de substitution. Ils sont souvent brillants, charismatiques, parfois même admirés. Mais ce vernis ne tient que tant que personne ne regarde trop longtemps. Et toi, tu regardes, tu ressens, tu relis leurs mots avec leurs regards, tu entends ce qu'ils n'osent pas dire, tu vois ce qu'ils ne veulent pas montrer. Et là, quelque chose se brise, non pas en toi, en eux. Jung parlait du complexe du miroir. Il expliquait que certaines personnes fuient ceux qui les voient vraiment, car ce regard les confronte à une réalité qu'ils ont tout fait pour nier. C'est ce que tu fais, souvent sans le vouloir. Ton calme, ton écoute, ton regard bienveillant mais lucide. Tout cela agit comme une lame douce qui coupe net les illusions. Et cette coupure n'est pas anodine. Elle provoque une réaction. Chez certains narcissiques, c'est la fuite. Chez d'autres, l'attaque. Parfois, c'est la séduction excessive pour tenter de reprendre le contrôle. Mais tout cela a une seule et même cause. Ils sentent que tu as vu. Pas tout, mais suffisamment pour les rendre nerveux. Et ce stress, ils le projettent contre toi, car ils ne peuvent pas le contenir. Marc Aurèle écrivait « La meilleure défense contre le mensonge est une vie fondée sur la vérité. » Ton empathie est précisément cette vie fondée sur une perception juste, et cette justesse est intolérable pour ceux qui vivent dans la dissimulation. Tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin d'argumenter, tu es. Mais encore faut-il que tu acceptes ce pouvoir, car beaucoup d'empathiques, par peur du conflit ou par manque d'estime de soi,
refusent d'assumer ce qu'ils perçoivent. Ils se taisent, ils doutent, ils rationalisent. Et dans ce silence intérieur, le narcissique s'engouffre. La clé, ici, ce n'est pas de devenir froid ou dur, c'est de rester profondément connecté à ce que tu ressens et de le respecter. Quand tu comprends que ta lucidité est une lumière, tu cesses de vouloir l'éteindre pour ne pas déranger. Et tu commences à révéler, simplement par ta présence, ce que les autres cherchent à cacher. L'arme silencieuse que tu possèdes, c'est cette clarté. Elle ne fait pas de bruit, mais elle éclaire tout ce qu'on croyait pouvoir dissimuler. Et ça change tout. Carl Jung disait « La honte est une émotion qui te dit que tu es exposé au regard de quelqu'un qui voit en toi ce que tu voulais cacher. » Et c'est exactement ce qui se passe quand un manipulateur croise une personne profondément empathique. Ce n'est pas l'intelligence rationnelle qui le met en danger, ni même la confrontation frontale. C'est cette forme d'intelligence invisible, humaine, vivante, qui perçoit sans parler. L'empathie devient une loupe. Et sous cette loupe, la honte ressurgit. En 2008, une étude publiée dans The Journal of Personality Disorders a révélé que 96% des personnes ayant un trouble de la personnalité narcissique présentaient des niveaux de honte refoulée très élevés. C'est un paradoxe glaçant. Plus un manipulateur semble sûr de lui, plus il est gouverné, intérieurement, par une peur panique d'être vu dans sa nudité psychologique. Cette peur s'appelle la honte, et elle est terriblement enfouie. Freud expliquait que la honte est l'une des émotions les plus archaïques de l'être humain. Elle précède même la culpabilité. Tandis que la culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal », la honte dit « je suis quelqu'un de mal ». Elle touche l'identité, le cœur, et c'est cette émotion que l'empathie vient réveiller, parfois sans le vouloir, simplement parce qu'elle est là, qu'elle regarde, qu'elle ne détourne pas les yeux. Le manipulateur a construit sa vie sur une structure fragile, une fausse image de lui-même, une version brillante, supérieure, admirable, mais creuse. Il s'est souvent forgé dans une enfance où l'amour était conditionnel, où l'humiliation n'était jamais loin, où il fallait mériter sa place. Et au fond de ce décor, il y a un enfant qui s'est dit « Si on me voyait tel que je suis, on m'abandonnerait ». Voilà pourquoi l'empathie le fait trembler, parce qu'elle voit cet enfant. Dans une série d'études menées par Brené Brown, chercheuse à l'université de Houston, la honte est décrite comme le ciment des comportements de déconnexion. Et c'est là que l'on comprend la mécanique toxique. Quand un narcissique sent que quelqu'un pourrait raviver cette honte, il attaque pour reprendre le pouvoir. Il rejette, il humilie, il manipule. Pas par cruauté, par panique. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la douleur qui est insupportable, mais la peur de la douleur. » La honte, pour le manipulateur, est cette douleur. Et l'empathie est cette main tendue qu'il perçoit comme une menace. Parce que la main ne ment pas. Elle touche ce qu'il croyait enfoui pour toujours. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des empathiques ressentent cette tension, sans toujours en comprendre l'origine. Ils se sentent mal à l'aise, sans explication. Comme si leur simple présence réveillait quelque chose chez l'autre, un malaise, une gêne, parfois une agressivité. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils activent des souvenirs émotionnels, des mémoires douloureuses. L'empathie, surtout quand elle est mature, agit comme un scanner émotionnel qui ramène à la surface ce qui a été refoulé depuis des années. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation. Ce moment où une personne est confrontée à son inconscient, à ses blessures non résolues. Et l'ironie, c'est que cette confrontation ne peut arriver que face à quelqu'un de suffisamment présent, stable, humain. Autrement dit, un empathique. Le manipulateur, inconsciemment, te perçoit comme le déclencheur de ce processus, et il te rejette précisément parce qu'il sent qu'avec toi, il ne pourra plus fuir. Marc Aurèle nous donne une clé puissante. L'homme est blessé, non par ce qui arrive, mais par son interprétation. Le manipulateur n'est pas blessé par toi, il est blessé par ce que tu représentes. Une présence réelle, qui n'a pas besoin de jouer. Une conscience qui ne se laisse pas happer par les jeux de pouvoir. Tu incarnes, sans le savoir, ce qu'il a toujours redouté. La vérité, sans masque.
Mais ce n'est pas à toi de porter sa honte. Ce n'est pas à toi de guérir ce qu'il refuse de regarder. Ton rôle, ce n'est pas de le sauver. C'est de te sauver, toi. De ne pas te laisser aspirer dans une spirale où tu te crois responsable de son mal-être. Parce que cette honte qui remonte, ce n'est pas la tienne. Et c'est là que le stoïcisme reprend sa place. Épictète disait, « Ce qui dépend de toi, ton jugement, ton action, ta volonté, ce qui ne dépend pas de toi, les émotions des autres. » Tu es peut-être l'un des rares à réveiller cette vérité chez lui. Mais ton pouvoir n'est pas de réparer, c'est de rester clair, d'habiter ton empathie sans culpabilité, parce que ta clarté, ton calme, ta présence sont déjà trop pour lui. Et ça, tu n'as plus à t'en excuser. Épictète le rappelait sans relâche. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Pour celui ou celle qui est profondément empathique, ce trouble peut devenir quotidien. Pas à cause de ce qu'il vit, mais à cause de tout ce qu'il ressent autour de lui. L'empathie est une antenne, et parfois, elle capte tout, même ce qu'elle ne voulait pas capter. Tu le sais si tu es concerné, tu entres dans une pièce et tu ressens les tensions, les non-dits, les humeurs invisibles. Tu es épuisé par des échanges qui semblent anodins pour les autres. Tu ressens trop fort, et tu ne sais pas toujours comment refermer cette porte émotionnelle. Tu n'es pas faible, tu es simplement branché à un niveau plus profond de perception. Et c'est ici que le stoïcisme devient ton armure, ton bouclier, ton ancrage. Car le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, ce n'est pas une manière de se détacher du monde, c'est un art de canaliser ce que tu ressens pour ne pas en être esclave. Sénèque écrivait que « Celui qui se laisse emporter par les émotions des autres perd sa souveraineté ». Et c'est exactement ce qui épuise les empathes. Ce n'est pas ce qu'ils ressentent, c'est de croire que tout ce qu'ils ressentent leur appartient. Première clé, la distinction. Ce que tu ressens ne vient pas toujours de toi. Les neurosciences le confirment. Selon une étude menée par l'Université de Tübingen en 2016, les empathes ont une hyperactivation du cortex insulaire, la zone du cerveau liée à la perception de la douleur des autres. Ils ressentent comme si c'était leur propre douleur, mais ce ne l'est pas. Apprendre à faire la distinction entre ton émotion et celle de l'autre est un premier geste de survie émotionnelle. Deuxième clé, le silence intérieur. Le stoïcien pratique le retour à lui-même. Chaque jour, il s'interroge. Est-ce que cette émotion m'élève ou me noie? Est-ce qu'elle m'appartient ou m'a été transmise? Cette distance ne coupe pas l'émotion. Elle lui donne une forme, elle la canalise, elle transforme l'hypersensibilité en intelligence émotionnelle, car ce n'est pas le fait de ressentir qui fatigue, c'est le fait de ne pas savoir quoi en faire. Freud disait que les émotions refoulées ne meurent jamais, elles reviennent sous d'autres formes. Si tu ressens tout le temps, tu dois apprendre à déposer quelque part ce que tu captes. Écriture, respiration, solitude choisie. Ces pratiques simples sont des actes stoïciens, ce sont des ancrages, des retours à l'essentiel, parce que chaque fois que tu reviens à toi, tu reprends le pouvoir. Troisième clé, le non-attachement. Cela peut paraître dur, mais il faut parfois observer les autres sans vouloir les sauver. C'est l'un des pièges les plus fréquents des empathes. Croire que comprendre implique réparer. Ce n'est pas le cas. Tu peux voir quelqu'un souffrir ou se perdre sans que cela devienne ton fardeau. Épictète disait « Tu peux être compatissant sans être lié. Voilà la posture du sage. Voilà le vrai bouclier. Et si tu veux aller plus loin, retiens ceci. Selon une étude publiée dans Psychological Science, les personnes empathiques qui pratiquent une forme de méditation stoïcienne, centrée sur la visualisation de la mort, des pertes ou de l'impermanence, deviennent plus résistantes émotionnellement, sans perdre leur sensibilité. Ce n'est pas une fermeture, c'est un recentrage. Et ça change tout. Le manipulateur, lui, fonctionne dans l'instant, dans le drame, dans le jeu de pouvoir. Mais toi, tu es capable d'habiter une autre temporalité, celle de la profondeur. Tu ressens, mais tu choisis ce que tu en fais. Tu écoutes, mais tu ne te laisses plus aspirer. Tu comprends, mais tu restes libre. C'est cette liberté-là qui rend ton empathie puissante.
pas l'intensité, pas la douleur, pas le sacrifice, la liberté. Et le stoïcisme, à chaque instant, te ramène à cette vérité. Tu n'es pas là pour porter le monde entier. Tu es là pour marcher droit, avec sagesse, même au milieu du chaos. Et ça, c'est déjà énorme. Il y a une chose que la plupart des empathiques ne comprennent pas tout de suite, leur impact, ce qu'ils déclenchent, ce qu'ils éveillent, ce qu'ils libèrent ou ce qu'ils dérangent, simplement par leur présence. On les a souvent réduits à des trop sensibles, des éponges émotionnelles, des êtres doux mais fragiles. Et pourtant, sous cette douceur se cache une force capable de changer une pièce, une relation, une vie, sans rien dire, sans imposer, juste en étant là, entier. Marc Aurèle disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser, il demeure immobile, et autour de lui, les flots s'apaisent. » C'est exactement ce que tu deviens lorsque tu apprends à rester toi-même, même face à la manipulation, au chaos ou au mensonge. Ta présence devient un point fixe, et ce point fixe a un effet. Il révèle, il apaise, il transforme, ou il agace, il dérange, il fait fuir. Mais dans tous les cas, il agit. Les neurosciences confirment ce que les stoïciens pressentaient. Ton état intérieur influence ceux qui t'entourent. Selon une étude publiée dans Social Cognitive and Affective Neuroscience, notre cerveau est câblé pour raisonner avec les émotions dominantes d'un environnement. Si tu es calme, centré, vrai, tu renvoies inconsciemment cette stabilité aux autres. Et ça peut provoquer deux réactions opposées, l'apaisement ou le rejet violent. Parce que la vérité ne laisse jamais indifférent. Carl Jung parlait de l'effet d'individuation par résonance. Il disait que certaines personnes, sans même parler, poussent les autres à se confronter à eux-mêmes. C'est ton cas. Tu es un miroir vivant. Et ce miroir, les manipulateurs ne le supportent pas, parce qu'ils n'ont jamais voulu se regarder. Mais pour d'autres, pour les gens prêts à évoluer, à grandir, à se libérer, ta présence devient une bénédiction. Tu les aides à se reconnecter, à ressentir, à guérir. C'est pour ça que tu ne dois plus jamais minimiser ce que tu portes. Ton empathie n'est pas une faiblesse, c'est une autorité tranquille, c'est une sagesse incarnée, ce n'est pas un outil, c'est une manière d'exister. Et à ce titre, elle déclenche naturellement des réponses fortes. Certains vont t'admirer, d'autres vont te fuir, certains tenteront de te copier, d'autres essaieront de te casser. Mais ce que tous ont en commun, c'est qu'ils sentent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toi, dans ta vérité. Sénèque écrivait que « le sage est celui qui reste fidèle à lui-même, même lorsqu'il est seul contre tous ». Tu n'as pas besoin de prouver que tu es fort. Tu n'as pas besoin de crier que tu vois clair. Tu as juste à rester ce que tu es et à comprendre que ce simple fait déclenche des ondes profondes dans l'invisible. Tu ouvres des portes que d'autres n'avaient même pas conscience d'avoir fermées. Tu sèmes des graines qui germeront peut-être bien après ton départ. Mais pour que cette empathie reste une puissance et non une souffrance, tu dois y mettre de la conscience, de la clarté, de la structure. Comme les stoïciens, tu dois apprendre à vivre avec discernement. Ne pas donner ton énergie à ceux qui n'en veulent pas. Ne pas t'épuiser à être compris. Ne pas sacrifier ta paix pour sauver ceux qui ne veulent même pas se voir. Tu n'es pas ici pour être tout pour tout le monde. Tu es ici pour rayonner ton axe. Et c'est ce rayonnement silencieux qui un jour te fera reconnaître non pas comme quelqu'un de gentil, mais comme quelqu'un de profondément fort, intuitif, stable, inspirant. Freud disait « Nous sommes plus influencés par les présences stables que par les paroles brillantes. » Tu es cette présence. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin d'être entier. Et quand tu es entier, ton empathie devient cette vibration que les manipulateurs redoutent, mais que les âmes blessées recherchent. Tu ne fais pas que ressentir. Tu incarnes. Et c'est cette incarnation qui change le monde autour de toi. Alors la prochaine fois que tu te demanderas pourquoi tu es pris pour cible ou pourquoi tu ressens autant, souviens-toi de ceci. Tu es un point de bascule, une lumière douce mais réelle. Et cette lumière, quand elle est acceptée, devient non plus un poids,
mais une puissance, une force tranquille, une clarté contagieuse.